Bonjour. Donc effectivement, Frédéric, je suis le Chief Digital Officer de EY. Donc j'imagine que comme vous, je transforme l'entreprise, votre mission également. Donc transformer EY, 5000 personnes, des commissaires aux comptes, des avocats, une moyenne d'âge assez élevée. Vous devez comprendre, c'est effectivement pas facile. Mais peut-être par rapport à vous, au grand compte, on a un petit avantage, c'est que je m'occupe aussi de EY CRN, et EY CRN est notre division dédiée au service design et à l'expérience client. Donc on s'est doté de cette division parce qu'on s'est rendu compte que la transformation de l'entreprise par les processus, c'était plus vraiment ce qu'il fallait faire aujourd'hui dans la transformation digitale. Donc on a la chance d'avoir maintenant un peu plus de 80 personnes exclusivement dédiées à la refonte de l'expérience client, avec des compétences très spécifiques qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous, qui sont donc des designers, des UX, des UI, des développeurs, des gens qui vont vraiment travailler à la refonte de l'orientation client. Et donc on ouvre très récemment le pôle de Paris. Donc chez CRN, on est obsédé par l'expérience client. Ce qui est clair, c'est qu'on n'était pas les seuls et on n'a pas inventé ça. C'est pas nous qui sommes à l'origine de l'idée de l'expérience client. Vous avez quelques grands mentors qui nous poussent là-dessus, mais c'est vraiment le sujet. On n'est plus sur un sujet de technologie, clairement, et on n'est pas non plus sur un sujet de pur marketing. C'est-à-dire que l'expérience client devient vraiment le centre de tout acte de transformation. Plutôt que de dépenser en marketing ou plutôt de dépenser en technologie, il faudrait mieux dépenser en amélioration de l'expérience client. Auparavant, avant de rejoindre EY, j'étais effectivement patron de start-up. J'en ai créé 3, j'en ai vendu 2. Et ce qui est très clair, ce qui fait la différence entre un Airbnb et un jelousmachambre.fr quelconque, c'est pas tellement la technologie, ça peut être effectivement l'argent que vous mettez en search et en marketing, mais c'est surtout l'expérience que vous avez délivrée qui va vraiment changer tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce discours sur l'expérience client, il est parfait? Tout le monde dit oui, le client est au centre de nos préoccupations. Mais concrètement, ce n'est pas tout vraiment le cas. C'est un opérateur dont j'ai habilement déguisé le logo. Donc c'est totalement anonyme, vous ne le reconnaîtrez pas. C'est ma facture, mobile et fixe. Et j'ai effectivement 2 numéros de clients à 7, 8, 9, 10 chiffres différents. Pour ces deux. J'adore l'opérateur, je suis client, je ne switcherai pas, je suis très très heureux, mais pourquoi on a encore ça? Parce que c'est extrêmement compliqué. C'est pas facile. On a une logique de front stage et de backstage dans le design d'expérience. On a le front, sur lequel on en a vu pas mal d'exemples ce matin. On va travailler à améliorer le multicanal, on va travailler à améliorer tout ce qu'on peut, mettre des robots, des chatbots, etc. etc. C'est la partie basse, c'est la partie sur laquelle on va vraiment travailler sur les canaux. Mais derrière, vous avez le backstage, vous avez les gars qui bossent derrière le rideau, comme dans un théâtre. Et là, c'est extrêmement compliqué. Là, vous avez des back-office, vous avez de l'IT, vous avez énormément de systèmes, vous avez des CRM qui sont différents, qui ne se parlent pas. Et donc, vous avez beau faire tout ce que vous voulez en front, si ça ne marche pas en bac, il y a un moment, ça se verra. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du test and learn, on fait des expérimentations rapides sur la partie front, en se disant ça on peut faire, ça on peut tester, ça on y arrive, et on abandonne de temps en temps devant des projets qui sont trop compliqués, trop complexes à lancer. Et la vraie révolution aujourd'hui que l'on a dans le service digital, que l'on rend dans la transformation digitale par l'expérience client, c'est effectivement de travailler sur ce front comme levier sur le bac. Quand vous commencez à travailler sur vos parcours clients, donc je pense que la plupart d'entre vous l'ont fait, si on travaille sur l'expérience client, on fait quoi? On fait beaucoup de recherche, beaucoup d'analytics, on va aller chercher de la donnée pour comprendre ses clients, ensuite on va en créer des personas, on va faire le parcours client, on va en identifier les points de friction et on va se lancer dans le design de nouveaux services. Et ce design-là, il doit vraiment vous servir à travailler tout ce qui est derrière. Dès le début du parcours client, quel impact sur la supply chain? Quel impact sur l'IT? Quel impact sur les notions de risque, de régulation? Beaucoup d'industries régulées, je pense à la banque, à la finance. Qu'est-ce que ça change au niveau de notre compliance? Qu'est-ce que ça change au niveau des risques?
Et ça, il faut embarquer ces gens-là dès le début. Il ne faut pas laisser le front et le back se tirer la bourre. J'allais dire, laisser l'IT faire sa roadmap pour dire je ferai plus agile demain, et le décorréler des ateliers que vous allez faire sur l'expérience client. Donc ça, c'est vraiment le cœur, et c'est aussi la raison fondamentale de la création EY CRN, c'est-à-dire que CRN a les compétences de front, et EY, pour le coup, là, on a des vraies compétences de back pour travailler sur des refontes de systèmes back-office ou de risque et de compliance. L'autre point, et ça, c'est pour vous aider à aller un peu vendre de la transformation digitale, c'est qu'il y a un vrai ROI derrière l'expérience client. Il y a un ROI sur le fait que perdre des clients, c'est à 89% dû à une mauvaise expérience qu'ils ont vécue. Donc, gardez les bons clients. Des clients sont prêts à payer pour une meilleure expérience. Près de 80% d'entre eux sont prêts à payer un peu plus cher si vous êtes capable de leur délivrer une expérience plus importante. Et également, ça peut coûter moins cher. Faire bien travailler votre expérience client pour faire un channel shift, c'est-à-dire les faire passer sur des canaux qui sont plus efficients, ça peut vous faire économiser également pas mal d'argent. Donc, il y a un ROI, il y a une vraie expérience, il y a une vraie fidélité qui se construit derrière. Quelques exemples. Une refonte de site web, toute simple, toute bête, basée sur des principes du X, ça peut être jusqu'à plus de 50% d'augmentation du taux de transformation sur le site web. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire régulièrement, repenser son expérience par rapport à ses cibles pour pouvoir améliorer et utiliser, avoir un ROI clairement mesurable. Plus de 50% d'augmentation d'un taux de transformation, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Pour d'autres clients avec lesquels on travaille, c'est aussi du physique, c'est de se dire, voilà, je suis une marque qui a toujours distribué en indirect. Qu'est-ce que ça veut dire de faire du direct consumer et d'avoir mon propre flagship digital? Comment je retranscris cette expérience physique en expérience digitale? Donc, créer des personnages, observer les gens, faire de l'observation in situ sur les sites. C'est également pas que du digital, je disais, simplifier l'expérience dans les magasins, en retail, ne serait-ce que repenser un agencement ou repenser votre sélection de produits, ça fait partie de l'expérience client et dans ce cas particulier, c'est 250 000 € de moins sur le PNL tous les mois de ce magasin. Il y a un impact vrai et fort de repenser par rapport aux réels besoins de votre client et ça ne peut pas, c'est pas forcément quelque chose qui va vous coûter beaucoup plus cher. On parlait également de la donnée et de l'analytics. Beaucoup se lancent dans des expériences de e-commerce sans vraiment se doter les capacités de pilotage et surtout de reporting temps réel de cette activité de e-commerce. Ça, c'est des choses qu'on fait sur des professionnels du e-commerce et des retailers. Et bien sûr, ne pas oublier que ça ne se limite pas au digital. Voilà, installer votre box. L'expérience client, c'est aussi ça. Vous déballez une boîte, vous vous retrouvez avec des choses, vous ne savez pas comment les assembler, comment les faire suivre. Comment est-ce qu'on accompagne le client dans cette situation-là? Donc repenser complètement, faire des ateliers avec eux, essayer de les guider le maximum. Là, l'enjeu était très spécifiquement de faire passer un grand nombre de clients sur le do-it-yourself, plutôt que de déplacer l'installateur. Quand on arrive, et avec la refonte du packaging de l'application mobile d'accompagnement, etc., ça nous a permis de faire shifter plus de 50% des gens qui étaient auparavant avec une demande d'installation sur du do-it-yourself avec un taux de satisfaction et de NPS extrêmement positif, il y a plus de 8 systématiquement sur ces expériences-là. Enfin, on va aujourd'hui tellement loin, c'est par exemple qu'au UK, on opère et on définit, et on a des clients qui eux-mêmes se sont dotés de labs internes pour tester l'expérience client en temps réel. Chez Barclays, qui est un de nos clients, il n'y a pas un seul nouveau produit qui sort de chez Barclays sans avoir été passé par ce lab, donc où il va y avoir du test d'appli mobile, du test de site web, du test physique, du test de terminaux, du test de discours, de scénario. Donc ils ont créé ce lab en interne, tellement l'enjeu était fort de pouvoir être sûr que toute nouvelle initiative pourra être testée de manière satisfaisante. Je vais conclure très simplement en citant Forrester, assez facile, hein, mais aujourd'hui, l'expérience client, c'est vraiment le facteur différenciant. Je vous en parlais quand j'étais en start-up. La différence entre une société qui est une licorne et une société qui va végéter, c'est effectivement comment est-ce qu'il va traiter ses clients et quelle expérience il va être capable de délivrer. Et ce qui est vraiment, donc au-delà de Forrester, c'est que c'est devenu clairement un
problème de CEO aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une problématique qui est remontée au niveau des PDG d'entreprise. Donc vous voyez ce que l'on a là aujourd'hui. Mettre le client au centre. Donc là, on est passé aujourd'hui de la parole. Le client est au centre de nos préoccupations. Concrètement, aujourd'hui, il y a les outils, il y a les techniques, il y a les méthodes pour faire que ce beau souhait puisse être réel. Et encore une fois, c'est un gros changement sur le métier du conseil et de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va plus ou beaucoup moins faire du conseil de re-engineering de processus pour aller chercher 1 ou 2 centimes sur le processus, tant qu'on n'est pas certain que cela contribue en positif à l'expérience client et faire en sorte que le front contribue à la transformation du back et soit le vecteur de transformation du back-office. Merci infiniment Frédéric, et on voyait particulièrement bien justement l'impact du CEO sur la transformation digitale tout à l'heure et surtout l'expérience client avec l'exemple de Sébastien Bazin. Je vous propose qu'on illustre par un autre exemple, celui de La Poste. Pour ce faire, on va accueillir Sylvie Latour qui vient tout nouvellement d'être nommée directrice e-commerce à La Poste. Sylvie, rejoignez-nous. Et on va essayer de comprendre justement ce qui devient un de vos challenges directement, transformer votre entreprise La Poste par l'expérience client. Ça veut dire quoi exactement? Vous avez 10 minutes. Bonjour, merci. Merci. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, déjà, vous avez été nommé récemment à la direction e-commerce de La Poste. Que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? En quelques mots, je peux dire que mon parcours, il est 10 ans dans le marketing direct. Donc déjà dans de la communication directe avec de l'analyse de données. Parce que pour moi, c'est capital. Puis 10 ans à la SNCF où j'ai piloté plusieurs business, dont celui du TGV au poste de directrice marketing et directrice commerciale. Et plus récemment, j'ai eu la chance de me retrouver à la tête de Rue du Commerce. Et ça a été là, voilà, un choc, une révélation et puis une magnifique expérience de e-commerce d'un pure player où on va arracher le trafic tous les jours. Donc voilà, et aujourd'hui à La Poste. Très bien. Donc, pour aller directement dans le sujet, l'expérience client, aujourd'hui concrètement à la direction e-commerce de La Poste, quelle importance, quel rôle, comment vous l'abordez? Alors mon arrivée à La Poste, elle est essentielle aujourd'hui pour booster ce qu'est laposte.fr, ce qui est une distribution digitale de produits et de services, et pour aller véritablement vers un business beaucoup plus important. La transformation que l'on souhaite faire, c'est passer de cette étape de site portail, de site de contenu, dans lequel on a une exhaustivité de l'offre et des services, vers un site et une activité marchande. Donc c'est un grand pas, mais c'est véritablement une nécessité. Il y a aujourd'hui beaucoup de services qui sont proposés, distribués, sur lesquels il y a une information, que ce soit en prix ou en accessibilité sur le site, et finalement, pas beaucoup de facilité d'achat ou d'action de l'ensemble de ces services. Donc notre volonté, c'est 11 millions de visiteurs uniques qui viennent tous les mois. C'est quand même une audience respectable. On veut les satisfaire, on veut les transformer et on veut développer ce chiffre d'affaires qui, en 2016, reste assez faible puisqu'on est à 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, à La Poste, ça reste un petit chiffre. On a voilà, la volonté de cette transformation rapide. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de mise en place, de choses que vous avez prévu de modifier ou qui sont en cours de modification ou de transformation? Alors, il y a plein de choses qui sont en cours de modification, mais peut-être quelques mots pour vous dire un peu le sens de cette transformation. Vous l'avez compris, on part d'une plateforme digitale qui est une plateforme de distribution dans laquelle les produits sont posés les uns à côté des autres pour aller vers un site marchand dans lequel on sera véritablement beaucoup plus sur le call to action, mais on ne veut pas s'arrêter là. On veut rapidement aller et construire un écosystème numérique dans lequel La Poste va changer sa relation avec ses clients. Et de quelle façon? La Poste, elle a compris qu'elle avait un rôle important à jouer dans la transformation des usages et dans la transformation des usages en termes de services. Et elle veut devenir un acteur important, beaucoup plus important qu'elle ne l'est aujourd'hui dans cette transformation. Ça veut dire que notre volonté, ça va être de s'éloigner beaucoup plus de ce qu'est le produit ou le service et d'aller vers ce qu'on appelle un service d'usage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que demain, pour répondre concrètement à votre question, la boutique qui sera proposée sur laposte.fr, elle s'appellera
Ma vie simplifiée. Qu'est-ce que c'est ma vie simplifiée? C'est tout simplement, grâce à la Poste, je peux gérer, organiser, résoudre de nombreuses tâches ou services du quotidien en 2 clics. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ce qu'est demain ma vie simplifiée grâce à la Poste.fr. On est tous de plus en plus consommateurs et acheteurs auprès de nos e-commerçants préférés ou nos enseignes préférées qui sont sur le digital. Grâce à Colissimo, maintenant je peux facilement renvoyer dans ma boîte aux lettres les colis que je ne souhaite pas garder. Je peux aussi, avec Stuart, dans lequel la Poste vient d'investir, gérer et organiser mes livraisons de dernière minute. Je peux gérer, organiser l'ensemble de mes factures, l'ensemble de mes démarches administratives grâce à l'application DigiPost Pass. Je peux aussi, pour ma famille, organiser le passage du code de la route dans des bureaux de poste, puisque maintenant la Poste vous permet de passer l'examen du code de la route. Il y a beaucoup de services aujourd'hui qui sont en train d'être développés par la Poste pour participer à cette transformation des usages et pour devenir, voilà, au quotidien, ma vie simplifiée grâce à la Poste. Donc c'est ça qu'on est en train de construire, cet écosystème numérique qui va au-delà de la réponse aux clients sur les services postaux. Très bien. On parlait mais juste précédemment, à partir du moment où on va dans une transformation digitale, surtout sur du e-commerce, de l'importance de la donnée, de comment vous allez pouvoir travailler avec cette donnée, la récupérer, la traiter et l'utiliser en temps réel, comme on en parlait récemment. Vous pouvez nous parler un peu de l'usage de cette data et l'importance de cette data? Alors la data, vous l'avez compris, 10 ans dans le marketing direct et puis ensuite dans le pricing TGV, ça fait partie de mon ADN et personnellement, je ne sais pas piloter une activité sans données. Donc voilà, les équipes qui sont dans la salle et qui travaillent avec moi depuis quelques mois peuvent en témoigner. C'est mon obsession, tout simplement parce que la meilleure intuition ou la meilleure vision ou voilà, la meilleure promesse client du monde, tant qu'on ne l'a pas testé, tant que le client ne nous a pas dit « oui, j'ai compris, oui, j'achète, oui, j'en veux », elle n'a pas beaucoup de valeur. Donc effectivement, on a développé de nouveaux dashboards spécifiques, de nouveaux forecasts spécifiques sur le site qui nous permettent en temps réel de comprendre ce que le client a compris, pas compris, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas et comment il veut acheter. Ça, c'est fondamental. Je pense que j'avais déjà en moi cette expérience d'utilisation de la donnée. J'avoue que mon passage chez Rue du Commerce n'a fait que l'intensifier parce que quand vous êtes pure player, 24 heures sur 24, vous avez une vitrine à animer, vous avez des millions de produits à distribuer et à vendre. Et si vous ne travaillez pas avec de la donnée en temps réel, vous perdez complètement toute efficacité commerciale. Donc la donnée, c'est le nerf de la guerre pour piloter une activité numérique. Alors pas seulement, mais en tout cas dans le numérique, c'est fondamental. Est-ce qu'il y a des techniques ou des solutions spécifiques que vous avez utilisées aujourd'hui ou prévoyez d'utiliser pour justement faire ces tests en permanence ou pouvoir faire ce retour aux utilisateurs? Alors bien sûr, on va utiliser, pour les tests, on va utiliser ce qui existe aujourd'hui sur le marché, que ce soit voilà, de l'A/B testing. Mais quand on a dit A/B testing, vous savez tous comme moi qu'il y a plusieurs façons de le faire et que ça devient aujourd'hui quand même une technique très poussée, très scientifique. Donc on va expérimenter et devenir de plus en plus performant sur ces expertises. Et pour être honnête avec vous, pour construire ces dashboards, ça n'a pas été si facile. D'abord parce qu'il a fallu reconstituer toutes les données, l'audience, depuis 2015, puisque notre volonté, c'est de suivre par ligne de produit l'ensemble des KPI du site, que ce soit le taux de transfo, de conversion, de complétude, les taux de rebond, les taux d'abandon, tout ça en temps réel. Donc c'est quand même un travail qui nous a pris un certain temps. On a travaillé avec beaucoup de start-up dans ce domaine. Alors je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais franchement, il y a des start-up extraordinaires qui nous ont aidés à construire ces dashboards. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est comment on pilote au quotidien les équipes avec ces dashboards et ces données, puisqu'elles n'ont pas eu l'habitude de travailler comme ça. Donc ça, c'est un autre pan de la transformation numérique. Mais je suis sûre qu'on va y arriver parce que effectivement, c'est avec ces éléments qu'on progresse et c'est avec ces éléments qu'on va transformer ce que vous allez voir dans quelques semaines, puisqu'on va dans quelques semaines transformer ce portail en site marchand.
et un site marchand tourné vers les usages clients.